qui dit architecture de mémoire dit bien entendu spatialisation de la mémoire. Et c'est cette relation particulière entre espace et temps sur laquelle j'aimerais me concentrer, en m'appuyant pour cela sur l'analyse d'une œuvre vidéo de Woody Vasulka, donc dédiée explicitement à la question de la mémoire, Art of Memory de 1987. Alors c'est sans aucun doute une des bandes les plus célèbres de cet artiste. Je pense que tout le monde ici a pu la voir au moins une fois. Donc c'est une bande qui est aussi très riche, hein, qui ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Je rappelle qu'elle constitue une espèce d'exception hein, dans le travail de Vasulka. Elle est d'une durée assez longue, plus de 36 minutes, et elle se distingue surtout par sa dimension narrative qui passe, comme nous allons le voir, par l'utilisation, le détournement d'images photographiques. Voilà, et donc il y a un précédent à cela. En 1983, donc quelques années auparavant, Vasulka a produit une bande de 45 minutes intitulée The Commission, qui était conçue comme une sorte d'opéra vidéographique qui introduisait déjà une rupture dans l'approche délibérément abstraite de Vasulka, mais Art of Memory représente donc un pas supplémentaire par le recours à des images d'archives comme principal matériau de l'œuvre. Donc en effet, l'artiste ici revisite ses souvenirs d'enfant de la guerre, Seconde Guerre mondiale bien sûr, à travers des bouts de films d'actualité et des photographies documentaires se rapportant aux grands événements cataclysmiques de l'histoire du XXe siècle. Cela va de la Révolution russe à la guerre civile espagnole, puis la Seconde Guerre mondiale et sa conclusion en forme d'apocalypse atomique. Et Vasulka ne se contente pas d'emprunter ces éléments, il se les approprie, il travaille pour cela à la fois avec un synthétiseur vidéo analogique, le RAD-ETRA, et avec un outil numérique, the Digital Image Articulator, qu'il a conçu lui-même en collaboration avec sa femme Stena et Jeffrey Sher. Et donc, travaillant donc avec ces outils, Vasulka solidifie ces images d'archives pour leur donner l'apparence d'objets en 3 dimensions, flottant sur fond d'un paysage désertique de l'Ouest américain. Donc l'œuvre a attiré des commentateurs éminents. Pour la plupart, ceux-ci se sont focalisés sur son caractère intermédial. Plus précisément, l'attention a été retenue par le jeu de mots qui n'est pas volontaire, par la tension, en 2 mots, que créent les appropriations de Vasulka entre le médium photographique, qui est le film, et le médium électronique, qui est la vidéo. Donc quelques rappels pour Raymond Bellour. L'artiste établit de la sorte un parallèle entre l'histoire catastrophique du XXe siècle et le destin du cinéma, alors sur le point de passer dans le nouvel âge du numérique. Marita Sturken va encore plus loin dans son analyse de la friction opérée entre film et vidéo par Art of Memory, qualifiant la bande, je cite, d'oraison funèbre de l'image cinématographique. Et de ce point de vue, donc, on peut concevoir Art of Memory comme l'ultime retour de Vasulka au cinéma, un art auquel il fut initialement formé, ultime retour donc avant un adieu définitif. Cette tonalité nostalgique semble être en revanche absente de l'analyse de Jacques Rancière, qui, plutôt qu'une opposition entre les 2 formes d'image, décrit une forme de réciprocité qui confère à la bande, je cite, une pensivité. Et malgré cela, pour Rancière également, la référence semble malgré tout être le cinéma, comme le suggère la comparaison avec les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard. Voilà, donc on peut considérer quand même que pour ces 3 auteurs, quoique de manière très différente, Art of Memory est surtout envisagé au prisme de l'art cinématographique. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'importance de la question du film pour comprendre cette œuvre, mais ce que ces lectures, à mon avis, laissent un petit peu de côté, c'est un aspect tout aussi important, c'est-à-dire le fait que Art of Memory, dans la pratique de Vasulka, marque pour l'essentiel la conclusion de sa production de bandes vidéo, puisque à la suite de cela, l'artiste s'est consacré essentiellement à la réalisation de dispositifs machiniques complexes, conçus tels des théâtres de la mémoire, combinant espace physique et virtuel. Et je n'en parlerai pas plus en détail parce que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de faire l'expérience de ces dispositifs. Donc en ce sens, il me paraît que Art of Memory est tout autant, sinon plus, un hommage à la vidéo qu'au film.
Et plus précisément, ce que j'aimerais démontrer est que cette bande contient quelques-unes des idées clés de Vasulka quant à la spécificité de la vidéo et en premier lieu, quant à sa nature spatiale plutôt que temporelle, une notion que sous-tend spécifiquement ici la référence à l'art antique de la mémoire et aux architectures qui en sont issues. Alors, cette approche n'est pas sans friser le paradoxe, puisqu'il est bien connu que l'image électronique est par nature une image en constant devenir. Vous connaissez bien, je pense que je n'ai pas besoin ici de revenir sur les différences essentielles entre film et vidéo, sur le fait que voilà, le cinéma est fait donc d'images, de plans montés ensemble, alors que la vidéo est une espèce de matière plastique en constante métamorphose. Je renvoie notamment aux descriptions qu'en fait Françoise Parfait. Mais néanmoins, ce que manifestent, je crois, très clairement les objets vidéographiques de Art of Memory, c'est une suspension du temps, proche de la pétrification, qui fait écho à celle du paysage minéral qui leur sert de toile de fond. Donc ces objets, extraits à la fois de la continuité de l'histoire linéaire et de celle de la narration cinématographique, ces bouts d'archives revisités par les nouveaux médias sont, comme le résume par ailleurs très justement Rancière, reprenant Foucault, des documents transformés en monuments, autrement dit passés de l'ordre du temps à celui de l'espace. Alors cette importance cruciale de l'espace, paradigmatique même, Vasulka nous en donne, je crois, un indice dès une des premières images de sa vidéo. Au commencement de l'œuvre, tout de suite après le générique, on voit apparaître à l'écran un globe en train de tourner. C'est aussi le premier exemple d'image d'archives retravaillée par l'artiste. Alors ce globe était le logo des actualités de la compagnie allemande UFA. Et on retrouve ici l'association ancienne entre les images en mouvement et l'atlas que Teresa Castro, entre autres, a bien détaillé. Donc je renvoie à son ouvrage La pensée cartographique des images, où l'historienne nous rappelle qu'avec l'invention des frères Lumière, l'obsession cartographique de saisir le monde entier à travers sa seule représentation a trouvé un nouveau et puissant canal. Et de ce point de vue-là, une comparaison peut être faite entre le cinéma à ses débuts, parti consigner les merveilles du monde, et les conquêtes qui se déroulaient parallèlement, les conquêtes géographiques, spatiales menées alors par les grandes puissances coloniales. Cet aspect conquérant, on le notera, est bien sûr aussi au cœur du logo de l'UFA, que s'est approprié Vasulka, et donc même si l'utilisation de cet emblème, il faut quand même le préciser, précède la période nazie, son emploi dans ce contexte est clairement associé au régime barbarique de Hitler. L'ombre projetée de l'acronyme de l'UFA sur le globe prenant ici une tonalité particulièrement sinistre, un effet qui est préparé en amont même de l'image par la bande-son, sur laquelle on entend les voix d'opérateurs radio allemands envoyant des messages depuis les fronts russes et africains. À la différence cependant des bobines des pionniers du cinématographe, analysées par Teresa Castro, les images de ce globe, reprises par Vasulka, comme toutes celles qui suivent, toutes ces images d'archives qui suivent, semblent en réalité très éloignées de toute véritable impulsion cartographique. Avec leurs contours bizarres, leur surface souvent pixelisée, ces objets produits informatiquement n'offrent plus de fenêtres sur le monde et ne sont d'aucune utilité comme instrument d'une connaissance empirique de la réalité. Pourtant, si ces images ne se conforment pas au modèle habituel de l'Atlas, elles doivent énormément à l'un des précurseurs de cette forme. L'Atlas, en effet, tire en partie sa genèse de cet antique art de la mémoire auquel la vidéo de Vasulka rend hommage dans son titre et qu'il a découvert en lisant, bien entendu, le livre éponyme de Francis Yates, The Art of Memory. Comme le rappelle Jean-Marc Besse et comme le suggère l'intitulé du premier atlas, le bien nommé Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius, paru en 1570, cette forme cartographique est à relier au théâtre de mémoire, matérialisation fascinante de l'ars memoriae, apparu au début du XVIe siècle. Alors je ne sais pas si c'est, peut-être je passe quand même sur les rappels sur l'art de la mémoire, donc cet art qui trouve son origine dans l'Antiquité, qui connaît diverses mutations au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, rapidement, donc il repose sur une spatialisation de la mémoire, l'idée étant que les praticiens de cet art donc, doivent graver dans leur esprit une série de lieux,
notamment les parties d'une architecture, et ensuite former des images mentales de choses à remémorer, et les entreposer, vraiment les stocker dans des endroits mémorisés en suivant un certain ordre. Et donc à partir de ces architectures mentales est née aussi l'idée de construire des architectures de mémoire physique. Bien sûr, je renvoie donc au projet de Giulio Camillo, conçu dans les années 1530, pour concevoir donc un théâtre de la mémoire dont les gradins serviraient de lieu pour conserver des images mnémoniques, l'ensemble du théâtre devant fournir un accès à la connaissance universelle. Alors Camillo, avec ce projet de théâtre, mettait en même temps en relief la nature éminemment dramatique de l'ars memoriae. C'est intéressant peut-être de rappeler que pour assurer aux étudiants de cet art plus de succès dans leur entreprise, il était conseillé de concevoir des imagines agentes, c'est-à-dire des images particulièrement frappantes, soit en raison de leur beauté, soit de leur laideur ou de leur bizarrerie. Et donc ces images actives étaient supposées s'imprimer avec plus de force dans la mémoire. Représentant des atrocités et des événements catastrophiques, les objets mnémoniques de Vasulka semblent eux aussi répondre à ces critères. Cela est vrai de leurs contours, aussi de leurs contours étranges, parfois grotesques. Et j'aimerais particulièrement attirer l'attention sur les objets en forme de masque qui reviennent assez souvent dans cette vidéo, qui rappellent ce que Yeats dit de l'usage du mot persona pour désigner parfois les imagines agentes. Alors Vasulka, on le sait, n'est pas le seul artiste contemporain à s'être intéressé à l'ars memoriae. Le théâtre de la mémoire est un petit peu devenu un topos chez les artistes des nouveaux médias. On va parler sans doute hier, on en reparlera. Un des premiers jalons à cet égard est l'installation de Bill Viola, Theatre of Memory, de 85, et c'est probablement par Viola que Vasulka et sa femme Stena ont pris connaissance de l'ouvrage de Yeats. L'intérêt de Viola pour ces questions est aussi beaucoup lié aux conversations qu'il a eues avec Robert Edgar, qui produisit donc un théâtre de la mémoire interactif en 85 également, et ainsi que Viola l'expliquait déjà en 82 dans son essai Will There Be Condominiums in Data Space, l'idée même d'un data space, je ne sais pas si on traduit espace des données, je ne sais pas exactement, créé par ordinateur, trouve bien sûr sa genèse dans les systèmes mnémoniques de la Renaissance et en particulier dans le théâtre de Camillo. Alors je reviendrai plus tard sur cette notion d'espace, de données et la façon dont elle se manifeste dans la bande de Vasulka, mais pour le moment je voudrais revenir à donc, ce matériau dont traite Vasulka, ce matériau légué par l'histoire et la mémoire traumatique collective qui en découle, et c'est ça quand même je crois qui fait vraiment la spécificité de cette bande. Théâtre de la mémoire, sa vidéo est aussi, et dans une même mesure, bien sûr, un théâtre de la guerre. Alors à ce titre, Art of Memory se rapproche davantage, je crois, de cet autre avatar fameux des théâtres de la mémoire, qui est l'Atlas Mémosine de Abby Warburg, donc qui a déjà été évoqué hier, malheureusement je n'étais pas là à ce moment-là. Je voudrais juste rappeler donc, ce qu'on dit justement, enfin ce que relève justement Georges Didier Huberman à son propos, Georges Didier Huberman qui rappelle que Mnémosyne est aussi un atlas des désastres, qui est plein à la fois du souvenir des horreurs de la Première Guerre mondiale et de la prémonition de la destruction à venir. Alors cette comparaison avec Warburg semble néanmoins nous ramener du côté du cinéma. Vous connaissez les analyses de Philippe Alain Michaud et de Georges Didier Huberman sur la dimension cinématographique de l'Atlas de Warburg, matérialisée par les fonds noirs sur lesquels apparaissent les images, à l'instar des images d'un film dans l'espace obscur d'une salle de cinéma. On sait aussi l'importance du montage, du modèle du montage cinématographique dans la tentative de Warburg de montrer le mouvement des images. Or, dans le cas de Vasulka, c'est très précisément la relation au cinéma que ces objets mnémoniques produits informatiquement servent à déplacer, sinon à dissoudre totalement. Ainsi que l'artiste l'a expliqué dans un entretien mené à l'époque où il travaillait à Art of Memory, je cite, « Le cinéma ne peut pas sortir du cadre à moins de faire un effort particulier. Mais avec la nouvelle génération d'outils disponibles pour la vidéo numérique, il devient possible de détacher l'image du cadre et de la traiter tel un objet. » Fin de citation. Alors vidéo numérique dans ce contexte n'est pas, ça veut dire une vidéo traitée avec des outils digitaux. La bande elle-même est analogique.
Alors c'est exactement ce que fait Vasulka avec ses images d'archives dans Art of Memory, tordant et reformant non seulement les bouts de film, mais plus généralement toutes les images photographiques de sorte qu'elles ne sont plus limitées par leur cadre. Alors il est possible aussi, à nouveau, de faire une comparaison entre ces manipulations et ce que Georgi Duberman dit de l'atlas comme étant précisément une forme qui fait éclater le cadre du tableau. Mais dans le cas de Vasulka, il faut quand même préciser qu'il ne s'agit pas tant de briser le cadre que de le plier dans différents sens d'une manière que l'on pourrait qualifier de topologique. Ainsi, l'artiste, tout en s'inscrivant dans la tradition de l'atlas renouvelée par Warburg, la pousse à son tour dans une nouvelle direction marquée non plus par l'exemple du cinéma, mais bien par celui de la vidéo. D'après Vasulka, une de ses motivations premières, en passant à la fin des années 60 de la pratique cinématographique à celle de la vidéo, était le désir, je cite, de fuir ce qui l'opprimait alors, à savoir le système narratif et freudien qui captivait la littérature et le film à cette époque. Fin de citation. Dans Art of Memory, ce système narratif est de fait immobilisé. Ce n'est pas que Vasulka se contente de geler les bouts de films d'actualité qu'il incorpore à sa vidéo. Il n'y a pas vraiment d'arrêt sur image, si vous voulez. Plus subtilement, l'artiste aplatit le temps en composant des grilles en mouvement, à l'intérieur des cases desquelles on voit des extraits de films tous identiques présentés simultanément. Réciproquement, les images immobiles, les photographies documentaires, sont mises en mouvement, mais d'une façon pour l'essentiel discontinue, en imitant soit les techniques d'animation, soit le feuilletage des pages d'un album, comme en particulier dans la séquence consacrée à la Révolution russe. Dans ce dernier cas, Vasulka ajoute un degré de complexité supplémentaire à sa manipulation de la temporalité en combinant deux mouvements contraires. Tandis que les images de l'album dérivent vers la gauche, une main invisible semble tourner en même temps les pages de gauche à droite. Le flux temporel devient ainsi un paradoxe. Le temps se présente toujours comme une flèche, mais pointant dans deux directions simultanément. De fait, ce que cette séquence en particulier met en exergue est l'horizontalité de la structure temporelle de la vidéo. Vasulka nous raconte ainsi qu'au début des années 70, il découvrit par accident que contrairement à ce que l'on affirme généralement, il existerait bien des plans en vidéo comme pour le film. Cependant, la différence de ce qui se passe avec le film, ces plans ne défileraient pas verticalement, mais horizontalement. Un exemple précoce et représentatif de cette découverte est la bande Evolution de 1971, dans laquelle la dérive horizontale des images permet à Vasulka, comme plus tard dans la séquence russe de Art of Memory, d'associer mouvement en arrière et en avant, d'une manière qui donc continue d'affirmer, de poser l'existence d'une progression temporelle et en même temps qui paraît la nier. Donc Vasulka va reprendre dans une espèce de déformation moqueuse des tableaux de l'évolution humaine qu'il va accélérer. Donc on va voir la progression des figures depuis les premiers hominidés jusqu'à l'Homo sapiens défiler de manière accélérée. Et en même temps, il crée l'impression d'un irrésistible mouvement de régression en faisant glisser les images horizontalement vers l'arrière. Donc on a un jeu anti-évolutionniste, si vous voulez, avec le temps qui est bien entendu aussi à prendre comme une espèce de détournement moqueur du cinéma, l'animation stroboscopique des figures, évoquant immanquablement les expériences pré-cinématographiques de Muybridge et consorts. Mais cette orientation horizontale de l'image incarne également de manière plus générale une rupture avec la verticalité anthropomorphe qui a dominé toute l'histoire de la peinture occidentale, la démarche de Vasulka faisant en ce sens écho à la rotation cartographique du plan du tableau que Leo Steinberg attribue à Jackson Pollock et Robert Rauschenberg dans son essai sur la peinture flatbed. Cette horizontalité gouverne également la manière dont Vasulka repense le montage. Tout comme l'artiste refuse la notion photographique et cinématographique de cadre, il vise à éliminer la coupe, ce fondement du montage cinématographique. Donc dans Art of Memory, les coupes sont remplacées par des volets qui créent une espèce de fluidité, mais qui n'est pas clairement linéaire. Les images ne se fondent pas les unes dans les autres, mais constituent une espèce de couche qui se découvre strate après strate, un peu comme si on pelait l'image, si vous voulez. Et cette stratification répond à celle du paysage désertique alentour, évoquant une temporalité archéologique ou géologique. Simultanément, le mouvement par lequel chaque couche d'image est dévoilée rappelle le geste par lequel on feuillette un album ou serait-ce un atlas.
Le rejet du montage par Vasulka et des raisons quasi éthiques qui le motivent, et je pense notamment à nouveau à sa description du système narratif cinématographique comme étant oppressant, de même que son appropriation de la forme Atlas, paraissent bien se conformer à la critique de l'esthétique du montage, développée de son côté par Benjamin Buchloh. Et à l'appui de ceci, je pense qu'il est important de rappeler que pour le jeune Vasulka, venu à l'âge adulte dans la Tchécoslovaquie socialiste, l'héritage de l'utopie avant-gardiste était irrémédiablement entaché par son gauchisme. Aussi bien Buchloh, dans un important essai sur l'Atlas de Gerhard Richter, oppose-t-il d'une part, je cite, la fragmentation et les fissures typiques du photomontage et les avant-gardes historiques, et l'abolition de la mémoire qui l'accompagnerait, et d'autre part, je cite à nouveau, l'ordre des fonctions archivistiques et mnémoniques de la collection de photographies, auquel se rapporte selon lui l'Atlas en tant que forme. Alors comme exemple clé de sa démonstration, de cette opposition entre fragmentation amnésique du photomontage avant-gardiste et collection de photographies de l'ordre de l'Atlas, Buchloh donc mentionne cet album, dont voici une image, assemblé par Hannah Hösch dans les années 30, dans lequel l'ancienne maîtresse du photomontage Dada semble avoir renoncé à son entreprise fameuse de charcutage de l'image photographique. Mais à ce qui me semble, la dichotomie établie par Buchloh est en fait trop simple pour s'appliquer tant à Vasulka qu'à Hösch. Ainsi, dans le cas de Hösch, il est intéressant de noter l'impact qu'eut l'ancien art de la mémoire et sa structure, évoquant une sorte de proto-art du montage, sur ses premiers travaux d'envergure. Je vous montre ici, à droite, une xylographie produite par Hannah Hösch en 1916 ou 17, je ne me souviens plus maintenant, qui est la première œuvre qu'elle a publiée. C'était dans une revue expressionniste, et à gauche, la xylographie médiévale dont elle s'est inspirée pour cela. Comme j'ai tenté de le démontrer ailleurs, l'impact de ce modèle médiéval se ressent, je crois, aussi dans ces photomontages dadaïstes, et il n'est peut-être pas excessif de comparer la valeur de choc de ces travaux dadaïstes avec l'efficacité attendue des imagines agentes de l'ars memoriae. Réciproquement, si Vasulka cherche bien à éliminer les coupes de Art of Memory, il soumet les images d'archives, comme nous l'avons remarqué plus haut, à un traitement assez brutal, les déformant, et dans certains cas même n'hésitant pas à les déchirer et les tailler en pièces. D'après Buchloh, la forme de l'album ou de l'atlas est liée à la question de la résistance de la mémoire, au déluge d'images photographiques et à l'amnésie qui l'accompagnerait. Dans une certaine mesure, Art of Memory semble bien se conformer aussi à cette idée, comme en témoigne une séquence sur laquelle je ne me suis pas encore arrêtée. C'est le seul moment de la bande où l'image n'est pas manipulée, ou pas de manière excessive. On y voit une étrange créature, un homme aux ailes immenses, perché sur un rocher dans le désert, une figure qui trouve sans doute ses sources dans les illustrations du Paradis perdu de Milton, réalisées par Gustave Doré, et peut-être aussi dans l'ange de l'histoire de Benjamin, comme le suggère Marita Surken. Un homme se tient debout au pied du rocher, un alter ego possible de Vasulka, qui porte un appareil photo à ses yeux et se met à prendre des clichés de l'ange qui, furieux, se jette sur lui et le renverse au sol. Alors, de toute évidence, ce passage contient une condamnation de la nature voyeuriste de la photographie, mais je crois qu'il serait simpliste de n'y voir qu'une nouvelle occurrence de ce pessimisme à l'égard des médias dont parle Buchloh en reprenant Siegfried Kracauer. En effet, tandis que l'ange commence à se tourner vers le photographe, le ciel derrière lui s'obscurcit graduellement jusqu'à se transformer en une pluie d'acier, produite numériquement. La photographie et plus généralement l'imagerie photographique laisse ici la place à une réalité générée informatiquement, autrement dit, à une réalité, à des nouveaux médias. En effet, bien que Art of Memory soit, pour emprunter une dernière fois à Buchloh, une œuvre pleine, je cite, de la réalité de la mort contenue dans l'image mnémonique, elle ne porte pas pour autant le deuil de la mort de la réalité contenue dans la photographie, mais célèbre la substitution d'une mémoire numérique à la mémoire filmique et photographique. Car pour Vasulka, comme pour Viola, que j'ai évoqué plus haut, le numérique est plus qu'un nouveau chapitre dans l'histoire de la technologie. Il introduit une véritable rupture, à savoir la création de ce que Vasulka nomme, je cite, un nouvel espace épistémique. Cette notion complexe est elle-même intimement liée avec une refonte de la notion de mémoire qui fusionne espace et temps. Comme l'explique Vasulka, je cite, «
Le concept fondamental du nouvel espace est exprimé par la continuité nécessaire à la représentation d'images/objets multidimensionnels. Une fois construite, la scène devient le sujet d'une remémoration possible, retenue indéfiniment par la mémoire de l'ordinateur, avec tous ses états précédents intacts, y compris la continuité de toutes les surfaces, toutes ayant la même importance et étant accessibles de toutes les directions. Ceci est différent du film, dans lequel, une fois qu'un plan a été construit et mis dans la boîte, la continuité spatiale est mise de côté sans état d'âme. Fin de citation. Revenant à l'image du globe avec laquelle j'ai débuté cette communication, il me semble que nous pouvons désormais la voir non plus seulement comme une relique du passé, mais aussi, peut-être même bien davantage, comme un emblème de la vision globale, suspendu dans l'espèce de non-temps ou de temps éternel, de la mémoire informatique surhumaine du nouvel espace épistémique à venir. Dans un entretien donné à un moment où en ex-Yougoslavie, l'histoire semblait vouloir se répéter, et l'Europe redevenait un théâtre de la guerre, Vasulka opposait, je cite, la promesse de la nouvelle réalité non conditionnée par les humains avec la destruction causée par l'homme. Je cite, « Au fond de l'âme, il y a aussi la Bosnie-Herzégovine. » Avec le recul, et alors qu'aujourd'hui nous nous efforçons avec plus ou moins de bonheur de nous adapter à l'omniprésence de la technologie numérique, ces remarques peuvent nous apparaître comme une reprise incroyablement naïve des vieilles utopies avant-gardistes. Mais comme le démontre à mon sens de façon convaincante Art of Memory, l'objectif de Vasulka n'a jamais été la tabula rasa de l'avant-garde. Plus subtilement, ce qui est en jeu dans les torsions, déformations et autres manipulations violentes que l'artiste fait subir aux matériaux archivistiques dans cette bande, est une opération mnémonique complexe, qui, dans une résurgence de l'hermétisme pratiqué par les adeptes de certains des de l'ancien art de la mémoire, certains des adeptes de l'ancien art de la mémoire, donc une opération mnémonique qui cherche à rappeler à l'homme la grandeur de son destin, sans pour autant occulter la barbarie dont il est capable. Merci.